étymologiquement, le mot récréation veut dire se ranimer. Et en fait, la cour de récréation, c'est le lieu où, après le cours, après s'être éreinté en classe, on vient se ranimer. Pendant longtemps négligé, le projet éducatif de la cour s'est limité à la recherche d'un espace pacifié et sécurisé. Cependant, aujourd'hui, nous savons que c'est bien plus que ça. C'est un lieu où les élèves vont gagner en autonomie, apprendre aussi à vivre avec les autres élèves et expérimenter potentiellement des conflits, voilà, beaucoup de choses. C'est le thème du livre qui est publié par Canopé, donc qui s'appelle La cour d'école, un enjeu pour le bien-être des élèves. Et pour répondre à toutes les questions sur la cour d'école, j'ai avec moi Annie Sebir, qui va se présenter dans un instant, et Charlotte Van Nesbourg, qui ont participé à la création de ce livre. Annie, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Alors, je me nomme Annie Sebir. J'étais conseillère pédagogique départementale en EPS à Paris. Je suis par ailleurs professeure agrégée d'EPS. J'ai travaillé en collège, lycée et université. J'ai choisi de rejoindre le premier degré où j'ai œuvré pendant 25 ans à l'accompagnement de la mise en œuvre de l'éducation physique et sportive à l'école et à la formation des professeurs des écoles, directeurs d'école et formateurs. Mon cœur est allé assez rapidement à la danse à l'école, la danse traditionnelle, les arts du cirque et également les pratiques corporelles de bien-être, et tout cela en équipe. Et mon engagement reste le même et mes convictions de même. C'est pourquoi j'ai accepté de contribuer à cet ouvrage et d'être ici. Merci. Alors moi, je suis Charlotte Van Wesburg, je suis architecte et urbaniste et je suis chef de projet au CAE de Paris, qui est donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Paris. C'est une association qui a été fondée par une loi sur l'architecture en 1977 et qui a pour mission la promotion de la qualité architecturale, urbaine et environnementale. Et donc le CAE de Paris accompagne la ville de Paris depuis 2018 maintenant sur le développement des projets de cours oasis, qui sont donc des projets de cours de récréation végétalisés, rafraîchis, où on travaille les usages, où on travaille les espaces, surtout avec les élèves et puis avec toute la communauté pédagogique. Donc on s'occupe de ce volet d'accompagnement sur le terrain et puis du développement du projet au niveau des services de la ville aussi. On va commencer avec une première question sur les cours d'école, la différence entre les cours d'école qu'il y a au premier degré, second degré, même déjà entre maternelle et primaire. Est-ce qu'il y a une cour standard ou des choses qui doivent être calquées d'une cour à l'autre ? Pour moi, la différence majeure, c'est qu'en maternelle, on a des jeux et qu'ensuite, on n'en a plus. Ensuite, on n'en a plus jamais. Parce qu'à partir du CP, tout le monde le sait, on ne joue plus, on n'a plus besoin de jouer, donc on ne met plus de jeux dans une cour de récréation. Non, je pense que pour moi, c'est ça la différence capitale, c'est que les maternelles ont droit à des jeux, et puis après, on n'en a plus, donc on retrouve des éléments sportifs, on va avoir des buts de foot, des paniers de basket, on va avoir des bancs, mais on va s'arrêter à ça. Et là, je parle pour une cour classique, qui n'a pas été revue dans ses aménagements. Alors, vous avez parlé de cours classiques en France. En France, effectivement. Je me permettrais juste d'ajouter que le plaisir de jouer devrait être entretenu tout au long de la vie et qu'il y a maintes manières de jouer et pourquoi pas proposer des espaces ludiques avec des jeux adaptés selon les âges et dans tous les lieux, que ce soit collège, lycée, même université. Alors, je rebondis sur ma première question. Quelles sont les pratiques exemplaires observées dans d'autres pays sur les cours de récréation ? Donc, en matière de conception de cours de récréation. Oui, évidemment, ça arrivait forcément. Alors, nous, on a beaucoup regardé ce qui se passait ailleurs avant de pouvoir travailler sur le territoire parisien, en ayant bien en tête que chaque pays et même chaque ville a sa propre culture enfantine, a sa propre culture de pratique de gestion, d'entretien des espaces. Donc, il fallait quand même regarder tout ce qui se passait. Je pense que les pays du Nord ont une pratique très naturelle de leur cours de récréation, avec des espaces qui sont vraiment tournés vers la nature et des enfants qui sont bien équipés pour la parcourir, cette nature. Ensuite, en Espagne, par exemple, donc complètement à l'opposé, on a pu voir des cours qui étaient avec des sols qui étaient complètement naturels là aussi, mais on avait beaucoup moins de végétation, forcément, il y fait plus chaud. Par contre, beaucoup de sable. On a des sols qui sont quasiment à 90% en sable et ça convient très bien à toutes les pratiques. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? En Suisse, on a des cours qui sont ouverts le week-end. Ce sont en fait des parcs utilisés le week-end aussi pour les familles. Donc là encore, une pratique très différente de celle qu'on peut avoir en France avec une cour de récréation qui est
qui est très préservé, qui est très caché. En Allemagne, on a les jardins d'enfants qui sont là aussi encore une fois très naturels, avec beaucoup d'éléments, des pierres, de la boue, du sable, des cailloux, des choses qui sont manipulables, un contact très fort avec les éléments naturels. Donc voilà, on a vraiment des pratiques très différentes. Et puis si on s'éloigne encore plus loin, on peut aussi avoir aux États-Unis des pratiques. Alors on a des échelles de cours aussi qui peuvent être très différentes rapidement. Hein. Aux États-Unis, on va avoir des établissements très très grands avec des cours qui sont presque des forêts à certains endroits. On a aussi au Japon des pratiques de cours de récréation encore une fois très naturelles avec beaucoup de sable, beaucoup de rapport à l'eau aussi, qui est dans la culture ancestrale japonaise. Donc un rapport à l'eau qui est très préservé. Je pourrais encore en parler beaucoup, mais je vais peut-être passer la parole. En vrai dire, j'ai encore une petite question, mais peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Est-ce qu'il y a une différence entre les cours à Paris et les cours en région? Dans les cours de récréation où il y a peut-être plus d'espace ou moins d'espace à Paris, je ne sais pas. La dimension, et encore pas forcément. On a dans les grandes villes françaises, on va avoir des cours qui sont aussi très petites, et puis finalement on se rend compte que même à la campagne, on a des cours qui sont complètement asphaltés, donc elles peuvent être un peu plus grandes. Il peut y avoir un terrain de sport qui est peut-être très naturel, avec un terrain de sport en herbe par exemple, mais finalement la cour de récré en elle-même, ça va souvent être un carré de bitume, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on se rend compte que toute la France s'est vraiment engagée dans une transformation globale au niveau des cours de récréation, et les toutes petites villes aussi, les petits villages aussi. C'est pas juste un sujet de taille de cours, c'est vraiment plus global que ça. Alors j'ai une autre question, parler des enjeux. Donc là on a essayé de brosser un portrait un petit peu des cours à travers le monde, et puis en France on faisant bien la différence entre Paris et puis les cours qui peuvent exister en région, ou même plutôt pour être exact les villes et les grandes villes et les moyennes villes et les petites villes. Mais j'ai une question, le livre étant très orienté quand même sur le bien-être des élèves en fait dans la cour de récréation, j'aimerais qu'on nous fasse une porte ouverte, mais j'aimerais savoir en fait quel rôle joue la cour dans la prévention du stress, des conflits, en quoi est-ce que c'est important d'avoir une cour de récréation en fait à l'école. Alors tout d'abord, voir une cour d'école, ce qui m'arrive évidemment, c'est y voir des enfants heureux et confiants. On parle aussi beaucoup de climat scolaire, de rapport entre le climat scolaire et les performances scolaires. Il y a pour moi évidemment plus qu'un lien, une corrélation très claire. Un enfant qui se sent à l'aise, qui se sent heureux, qui se sent en confiance, est un enfant dont on facilite les apprentissages. Pour moi, ce qui se passe dans la cour de l'école est la suite de ce qui se passe dans une salle de classe, de ce qui se passe dans les couloirs. Je dirais que quand on va visiter des écoles, c'est assez terrible, mais au bout de 5-6 minutes, on ressent l'atmosphère de l'école. On sent quel type de relation il y a entre les adultes, entre les enfants, les adultes et les enfants et vice-versa. Ça se lit très aisément. Et je pense vraiment, je vais peut-être risquer de répondre à des questions que vous envisagez par la suite, mais pour moi, tout ça est en synergie, en interrelation, et toucher à la cour de l'école et s'emparer de la question de la cour de l'école, c'est s'emparer d'énormément de questions, du rapport enseignant-enseigné, du rapport à qu'est-ce que l'autorité par rapport à l'autoritarisme, qu'est-ce qu'un enfant en confiance, qu'est-ce qu'apprendre, qu'est-ce que travailler en équipe, parce que pour moi, parler de cours d'école est une question dont doivent s'emparer et les enseignants, mais également tous les adultes qui gravitent à l'école, à savoir lors des temps de récréation, c'est tour à tour pour les enseignants du premier degré, mais à l'horaire de cantine, le soir, donc tous les animateurs, et aussi que les enfants puissent s'en emparer de la question du bien vivre dans la cour de récréation. Mais tout ça me semble un tout. Et l'entrée, j'ai eu l'occasion de faire souvent des formations auprès des directeurs d'école à Paris, et c'était une de nos entrées que de passer 3 heures sur la question de la cour de récréation. Nous faisions d'abord un état des lieux sensible et le plus objectif possible. Comment on peut objectiver l'observation de la cour de récréation, ce qu'il y avait comme matériel, comment étaient gérés les espaces, etc. Et petit à petit, on allait vers comment entrer dans un processus pour que cela bouge
vers plus de bienveillance, le mot est galvaudé, mais vers plus de confiance et d'apaisement pour tout le monde, adultes comme enfants. Et ils ont fait des productions passionnantes, très engagées, et on en arrivait à se dire que c'était une question dont une équipe devait s'emparer. Ça ne pouvait pas être un directeur ou un individu. Sur ma question, en fait, il y a aussi une partie sur la réduction du stress. Donc, on voit bien, les enfants, quand ils vont dans la cour de récréation, ils se déchargent, ils sont là pour se défouler, etc. Il y a notamment un paragraphe qui m'avait beaucoup plu, moi, dans le livre, où il y avait marqué que, à partir du moment où la cour est nue, il n'y a pas d'infrastructure pour qu'ils s'amusent, etc., qu'elle n'a pas été pensée comme ça. Le support de jeu, ça devient le corps. Les habits, le corps, et donc ils vont commencer à se chahuter, etc. Tout ce qui est stress, enfin tout ce qui va être stress, etc., ça peut aussi venir de là, en fait, dans la cour de récréation. Alors, moi je vois deux questions dans votre question. Tout d'abord, on commence, au niveau de notre société en général, à prendre en compte, je dirais clairement, le besoin impératif de mouvement. Alors, je pense que tout individu a un besoin impératif de mouvement, les enfants comme les adultes, mais les enfants particulièrement. Je me permettrais de dire, c'est un peu brutal, mais quelquefois je me dis, mais on exige des enfants de rester assis à des tables, et quelquefois sans l'autorisation de se lever chercher un livre ou de bouger dans des ateliers tournants ou autres. Cette exigence, je crois, à moi-même adulte, elle ne pourrait pas convenir. C'est-à-dire que je pense que l'école en France exige des enfants une écoute, une attention, un silence du corps que chaque adulte ne s'imposerait pas. Même le maître, l'enseignant de la classe. En tant qu'enseignant, on a la chance de se lever, d'aller au tableau, d'aller voir le petit Paul ou le petit Mohamed, ce qu'il a fait sur son cahier. On se rend pas compte, mais on a un besoin de bouger et quelque part, on arrive à y répondre. Moi, je dis, tout individu, la société nous le dit aujourd'hui, bouger, éliminer, bouger pour la santé, etc. Mais je dis que l'école ne prend pas en compte du tout, vraiment pas suffisamment, le besoin, je souligne, impératif de mouvement. Alors vous allez me dire, c'est pas la question que je vous pose. Pour moi, c'est une réponse à pourquoi les enfants sont en état de stress. Deuxièmement, pour la deuxième partie de votre question, l'aménagement de l'école. Tout d'abord, la première chose que font des enfants quand ils sortent dans la cour de récré, ils crient, ils courent. Il y a un besoin d'extérioriser tout ce qui est contenu. Après, je crois que c'est comme pour tout. S'il n'y a aucun cadrage, aucune sollicitation, aucune aide, aucun tuteur, ça peut vite se terminer à je t'arrache ça, je te pousse. Parce qu'il faut que le corps bouge, exprime, et que si on ne m'offre pas des moyens d'investir mon énergie, je vais pas forcément l'investir comme il faut. Donc oui, il faut aménager les cours d'école pour répondre aux besoins impératifs de mouvement en premier, mais aussi pour répondre à tous les autres besoins. Je terminerai tout de même par la définition de la santé par l'OMS, qui dit que la santé est un état de bien-être complet, physique, mental et social. Moi, je trouve que ça peut s'appliquer pleinement à la cour de récréation. Où sont les espaces qui permettent physiologiquement de répondre aux besoins, psychologiquement, c'est-à-dire des espaces de calme, des espaces de repli, et socialement, des espaces de partage qui peuvent être d'activités intenses ou d'activités calmes. Oui, alors c'est vrai que moi je vois plein de sources de stress différentes dans la cour de récréation. Annie, t'en as cité pas mal. En fait, le bruit, on le sous-estime, mais le bruit d'une cour de récréation, on l'a dit un petit peu, tu l'as dit, ils ont besoin de crier. En fait, c'est pas que en sortant, malheureusement, c'est tout au long de la récréation. Et le bruit, par exemple, on peut le diminuer en aménageant mieux la cour de récréation pour diminuer ce bruit, diminuer la réverbération du bruit. N'ayant par exemple des plantes grimpantes sur les murs, on va éviter que le bruit soit renvoyé infiniment dans la cour de récréation, avec des matières qui vont absorber le bruit, un petit peu ce qu'on a dans les réfectoires aussi, qui permettent de diminuer. Donc déjà ça va faire diminuer le stress de tout le monde parce que c'est très stressant d'avoir un bruit continu et fort. Il y a des études qui ont été menées qui montrent qu'une cour plus aménagée, elle diminue les pics, elle diminue par 2 même les pics très forts de bruit. Une autre source de stress qui peut quand même être assez constante, ça va être l'occupation de la récréation, par exemple par des ballons.
C'est assez stéréotypé aujourd'hui, mais on va avoir une grande majorité des cours classiques, encore une fois, qui vont être occupés par un terrain de sport au centre, des ballons qui vont fuser dans tous les sens. Si on fait pas partie de ces élèves qui jouent au ballon, c'est un peu un petit coup de stress de se dire je vais où, comment je traverse ça, où est-ce que je me réfugie pour l'éviter. Et donc si on aménage mieux, forcément on propose d'autres espaces et les élèves vont tout de suite trouver un espace qui va leur convenir, qu'ils aient besoin de se défouler comme ça a été dit au début dans la première question, ou qu'ils aient besoin juste de se régénérer, parce qu'en fait la récréation c'est aussi pour se remettre à zéro et être capable ensuite de reprendre des apprentissages. Après la récréation, on recommence à devoir apprendre des choses, enregistrer. Donc à un moment donné, on a besoin de débrancher. On n'a pas juste besoin de se défouler et le corps a besoin de bouger, mais on a aussi besoin de débrancher notre cerveau, de le régénérer, de lui donner une petite pause. Et donc on a besoin de trouver l'espace qui correspond à ça. Que ce soit un espace très très dynamique, comme tu l'as dit, ou un espace de repli, de repos, d'échange, etc. Diminuer le stress, ça passe vraiment par aménager la cour avec plusieurs espaces qui vont répondre aux besoins de chacun. La cour de récréation, moi j'ai découvert un petit livre que je conseille, si vous ne l'avez pas lu, ça s'appelle Qui veut jouer au foot de Myriam Gallo. Et c'est tout petit, ça peut s'étudier en classe avec les élèves. C'est justement sur l'utilisation de la cour de récréation par les élèves, donc avec les enfants, les garçons qui veulent jouer au centre, etc. Pourquoi les cours traditionnelles perturbent-elles encore des stéréotypes de genre? Parce qu'elles reproduisent ce qu'est la société. C'est un microcosme social, hein. La cour de récré, c'est la première société des enfants. Donc, ce qui se passe en dehors se reproduit à l'intérieur de la cour de récréation. Et donc, ce qu'on leur montre comme exemple, ce à quoi ils sont confrontés tous les jours, ils le reproduisent dans la cour de récré. Donc, malheureusement, ce qui se passe dans la cour de récré, c'est ce qui se passe dans la rue, c'est ce qui se passe à la maison, c'est ce qui se passe en entreprise, au travail, partout. Donc, il y a malheureusement des rôles. Il y a plein de rôles différents, mais il y a notamment des rôles de dominés, de dominants. Il y en a qui prennent plus de place. Alors, ce qui est étonnant et heureusement, c'est qu'il y a aussi des rôles qui sont très différents de la salle de classe. Les enfants ne vont pas avoir le même rôle et n'endossent pas le même rôle en classe et dans la cour de récréation. Et si on leur offre le bon environnement, ils vont justement pouvoir sortir de ce rôle. Un mauvais élève, à qui on va dire qu'il est mauvais en classe, il peut prendre un rôle très différent, au contraire, de leader, de très inventif, de poétique dans la cour de récréation et sortir de ce qu'on lui a mis comme étiquette de mauvais élève et de toute façon, tu travailleras pas, tu y arriveras pas. Même si j'ose espérer qu'aujourd'hui, on ne fait plus ça à l'école, mais on peut prendre vraiment des rôles très différents si on a le bon terrain qui nous est offert. Je n'aurais rien à ajouter à la réponse que Charlotte a formulée sur ce qu'est la cour de l'école et elle est très intéressante à observer. Par contre, moi j'ai été très marquée par un film documentaire qui a été réalisé par Claire Simon, qui a filmé dans des cours de récréation en 1994. Le film est sorti sur les écrans en 98, 4 ans après. Ce film m'a, je vais pas vous dire traumatisée, mais ce film m'a profondément marquée. Elle était l'illustration de ce que Charlotte vient de dire, mais poussée à son paroxysme. Et c'était en école maternelle. C'est stupéfiant. Elle a zoomé, elle a donné valeur à certains extraits de ce qu'elle a dû tourner pendant des années. Mais il y a des moments où c'est terrifiant. C'est-à-dire que des enfants peuvent endosser le rôle de leader, mais de leader négatif, des violences verbales qu'on peut voir, mais dès la moyenne section de maternelle. J'en ai encore des frissons à la lecture de ce film. Dès l'école maternelle, il y a des comportements sociaux qui se cristallisent dès la petite section et l'école de la République à laquelle je crois, est là pour, c'est un mot qu'on finit par plus oser dire, éduquer, accompagner, être des citoyens, je ne sais plus quel terme il faut employer, que l'on partage avec les familles, les parents. Je pense aussi que les parents ont un rôle à jouer dans les questionnements, dans tous ces questionnements du stress, du bien-être, de l'aménagement des cours. Tout cela est un problème de société qui concerne le plus grand nombre et aménager les cours de récréation dès la maternelle est crucial justement pour travailler sur la reproduction des stéréotypes. Sur la question du terrain de foot, ça questionne aussi puisque vous avez évoqué un ouvrage sur le football. Alors on s'intéresse, nous les femmes, de plus en plus au foot pour maintes raisons parce que ce sont des moments de liesse populaire entre autres, mais on a observer des cours de récréation et le problème du foot, c'est que cet espace, il occupe une place énorme et sur la question des genres, eh bien, on voyait ceux qui ne jouaient pas au foot et en particulier les filles se trouver des petits espaces dans des petits coins qu'on avait bien voulu leur laisser. Donc, la question de la cour de récréation, la question du football,
Donc des activités qu'on y pratique, qu'on autorise d'y pratiquer, on pourra parler de quelles solutions bien sûr. La manière d'aménager l'espace et plein d'autres choses ont un rapport et peuvent répondre à la question soulevée de la pérennisation des stéréotypes, y compris de genre. Oui, c'est vrai qu'on a cette image, les petites filles qui font la corde à sauter et la marelle, alors que la marelle aussi c'est en dur, c'est comme les lignes du terrain de foot. Donc et encore, quand elles osent jouer, elles finissent par discuter. En gros, hein, ouais. Elles discutent. Ouais, bah, y a... Et dans les toilettes quelquefois pour pas prendre de ballon. Alors ça par contre, c'était pas dans le livre, mais c'est intéressant. Ma question, donc vous l'avez abordé un petit peu avec le terrain de foot, voilà. Quelles sont les meilleures stratégies pour encourager la mixité des filles et des garçons dans la cour? Bah justement, je dirais que encore une fois, c'est de proposer d'autres espaces, de proposer d'autres activités, parce que un petit garçon qui a l'habitude de jouer au foot, allez, encore une fois, on va un peu dans le stéréotype, s'il a accès à rien d'autre, forcément, il veut jouer au foot. Par contre, quand on lui propose quelque chose pour grimper, quelque chose pour sauter, pour glisser, pour jouer à une balle contre un mur, pour faire plein d'autres choses, en fait, il va se rendre compte qu'il a plein d'autres intérêts dans la cour de récréation. Donc, moi, j'ai envie de dire en multipliant l'offre d'activités, les supports d'activités, de jeux, de sport, en multipliant l'offre, on va montrer aux enfants qu'ils ont un intérêt pour plein d'autres choses que justement ce qui est de l'ordre du stéréotype des petits garçons au foot et des petites filles sur les pourtours de la cour. En d'autres termes, Charlotte est en train de dire qu'une cour pauvre en aménagement, en proposition aux enfants, est une cour qui conduit à la reconduction des stéréotypes. Et ça, j'y adhère pleinement. Je me souviens que, à l'issue de travail avec des directeurs d'école sur l'aménagement des cours, une directrice avait envoyé des films de la cour de cette école, avant, après, et ils avaient orchestré des espaces qui étaient vraiment définis, mais matérialisé de manière provisoire, c'est-à-dire que ça n'était pas forcément pérenne et que cela pouvait bouger d'une journée à l'autre ou d'une période à l'autre. Et les espaces étaient matérialisés avec l'idée de jeu dynamique, jeu modéré et jeu calme. L'autre chose, ils avaient listé, avec tous les enseignants, le matériel à disposition dans l'école. Certaines écoles l'ont fait avec les élèves. Et des fois, on prend conscience, on sort de sous un placard des trucs qu'on ne savait même pas avoir et dont l'un va dire « ce sert à quoi ça ?» Un autre va dire « ah ben avec ça, on peut faire des marquages au sol. Ah mais ça, on peut lancer. » Donc, pour moi, faire un inventaire, c'est peut-être un but, mais pour moi, c'est aussi un moyen de lire en équipe ce qu'on a à disposition et peut-être s'enrichir de qu'est-ce qu'on peut en faire. Et je pense qu'il faut réfléchir au matériel, à l'aménagement des espaces avec, comment on va dire, des marquages pérennes et pas que le marquage du terrain de foot, mais de nombreux marquages pérennes qui peuvent être des marquages de type sportif, une raquette de basket avec, on n'a pas de panneau de basket, mais ça peut être un rond, mais des marquages marelles, des marquages escargots, des marquages sur les sols, mais des marquages au mur, des cibles rondes, des cibles rectangulaires, juste des lignes avec différentes hauteurs. En fait, le marquage, l'aménagement fait écho au matériel qu'on donne à disposition. Pour finir sur cela, ce que l'on propose aux élèves au moment des cours d'EPS devrait pouvoir être réinvesti dans les cours de récréation. Sur des jeux relativement simples, les enfants pourraient très bien avoir travaillé en langage sur la mise en forme de fiches de jeu qu'on plastifierait et on pourrait avoir des fiches de jeu selon les périodes, selon les âges, etc. On pourrait développer, mais je pense qu'il faut aménager et le matériel à proposer et le temps. Est-ce qu'on fait la même chose lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ou est-ce qu'on propose des choses différentes de manière à répondre aux besoins de tous, filles comme garçons? C'est vrai qu'on parle d'aménagement et de matériel, et en fait, il faut aussi se dire que la mixité, elle se travaille aussi avec les élèves, et un très bon moyen pour travailler la mixité avec les élèves, ça va être de cartographier, parce qu'en fait, eux-mêmes n'en sont pas toujours conscients, ils le savent, mais si on leur demande pas de le verbaliser,
Ils vont pas forcément l'exprimer de cette manière-là. Et nous, on travaille beaucoup avec des cartographies. On va demander aux élèves de se positionner dans la cour et de positionner qui joue à quoi autour d'eux, à quoi ils jouent à quel moment. Si on aménage la cour, ce qui peut être intéressant, c'est de le refaire ensuite pour voir si la répartition des élèves et leur perception de leur propre personne dans la cour vis-à-vis des autres a changé. Ça permet aussi aux élèves d'évoluer dans ce qu'ils imaginent, dans ce qu'ils pensent et dans la position qu'ils prennent eux-mêmes dans la cour. Parce que c'est vrai, quand ils se dessinent eux à un endroit de la cour en disant bah non, en fait on reste là et je suis avec un tel et tous les autres ils sont comme ci ou comme ça, ils en prennent conscience et c'est un premier pas pour le changer aussi. Très bonne remarque. J'avais vu ça dans le livre, parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit non plus, c'est que dans le livre il y a des fiches avec des conseils pratiques. Il y a une question qui est abordée, puis ensuite des pistes d'action qui sont développées, et il y avait cette histoire de cartographie, et ça m'avait vraiment marqué. Alors on parlera tout à l'heure pendant les questions avec le public, si jamais vous avez d'autres idées ou si vous avez des questions sur comment sensibiliser les élèves à la répartition des inégalités dans l'espace. Je pense que ça pourrait être très intéressant qu'on échange aussi là-dessus tout à l'heure. Je ne sais pas à partir de quels outils vous avez travaillé, mais pour ceux qui voudraient aller plus loin, il y a un sociologue qui a créé un outil, c'est le sociogramme de Moreno. Ça date. C'est assez simple d'utilisation et c'est une manière d'observer les interactions. C'est-à-dire ceux avec lesquels je joue beaucoup, ceux avec lesquels je n'ai jamais joué, ceux avec lesquels je m'entends, ceux avec lesquels je ne m'entends pas. Et voilà, donc juste une petite remarque sur un support sociogramme de Moreno, qui est un outil très concret. Il y a une chose on n'a pas encore abordée, c'est aussi la prise de risque. Ça vient très tôt dans le livre d'ailleurs, le fait de laisser les élèves prendre des risques. Alors, pour la petite anecdote, j'étais en train de lire ce chapitre quand la directrice de l'école de mon fils m'a téléphoné pour me dire qu'il fallait que je vienne le chercher et que je l'amène à l'hôpital parce que il avait pris des risques. Donc c'est un vrai problème en fait dans une cour d'école. On disait que les aménagements, ça permettait de réduire les tensions, les bagarres, etc. Ça les réduit pas à zéro. Ça va les réduire, c'est certain, mais ça réduit pas à zéro non plus ce genre de danger. Et effectivement, en fait, une cour d'école, c'est aussi un lieu où on a peur, en fait, de laisser les enfants en autonomie, sauter, faire des choses. Normalement, quand les parents sont derrière, on dit, bah non, tu n'as pas le droit de sauter de plus de 1,50 m. Et là, on les laisse faire. Puis je vais vous laisser répondre à ça. Ouais, alors la prise de risque, c'est un sujet qui est sensible, qui concerne beaucoup de monde, qui est un petit peu épidermique pour certains. D'abord parce que ça questionne la responsabilité de ceux qui l'ont, de ceux qui sont responsables de ces enfants à surveiller, qui doivent rendre dans le même état à leurs parents le soir. Donc c'est effectivement ce premier sujet de qui en est responsable, de qui surveille, de qui s'assure qu'il n'y a pas de danger mortel ou en tout cas de danger trop grand pris par les enfants. Ensuite, ça questionne quand même la société, encore une fois, dans laquelle on est, qui des fois est un petit peu trop principe de précaution et donc qui va empêcher les enfants de prendre des risques, ce qui fait que ça a l'effet inverse, c'est que dès qu'ils vont avoir la possibilité d'en prendre un, ils vont le prendre sans qu'il soit mesuré. Je vais développer un petit peu. Aujourd'hui, dans une cour de récréation classique, il n'y a aucun risque qui peut être pris par les élèves. Ils peuvent courir, alors ils peuvent se prendre les poteaux ou les arbres, mais justement parce qu'on leur donne pas beaucoup d'autres choses à éviter. Mais finalement, il y a assez peu de risques qui peuvent être pris, mis à part les risques qu'ils vont avoir les uns avec les autres. Il n'y a pas d'espace de dépassement de soi, de challenge, il n'y a pas d'espace où ils vont pouvoir se challenger eux-mêmes. Quand on leur offre un espace qui est encore une fois plus aménagé, où il va y avoir de la hauteur à prendre, des choses à sauter, des choses à courir, passer par-dessus, à éviter. En fait, ils vont le faire progressivement, ils vont le faire à leur rythme, ils vont le faire en fonction de leur propre capacité, chacun. Alors, il y en a qui vont prendre plus de risques que d'autres et qui vont se rater. Oui, ça arrive. Mais de toute façon, un enfant se fait mal dans une cour de récréation. Hein. Je sais pas si la cour de votre fils est aménagée ou pas, mais une cour de récréation, ça finit avec des arcades sourcilières, des bras cassés, qu'il y ait un aménagement ou pas. Voilà, les enfants se font mal, c'est normal, ce sont des enfants. D'ailleurs, je précise. Ils se font mal aussi avec les parents. Et ils se font mal avec les parents aussi. D'ailleurs, en Belgique, il y a le droit au bleu. Les enfants ont le droit de se faire mal, c'est inscrit dans les droits des enfants. On a le droit de se faire mal quand on est enfant, c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, prendre des risques, c'est aussi grandir, c'est aussi prendre confiance en soi, c'est aussi se rendre compte de quoi on est capable. Et cette prise de risque, le but c'est pas de créer du danger pour les enfants, mais c'est de leur offrir une prise de risque mesurée, raisonnée, qui va leur permettre de grandir en fait, d'apprendre les choses. Et plus tard, ou tout de suite d'ailleurs, dès qu'ils seront confrontés dans leur vie à une prise de risque, à quelque chose de risqué, ils sauront l'appréhender, juger de quoi ils sont capables et y aller ou ne pas y aller. Donc c'est important de prendre des risques et d'être dans conditions justement à l'école où on est surveillé, où on est entouré et où si jamais on se fait mal, et ben les pompiers arrivent parce qu'on sait qu'on est finalement en confiance et qu'on peut prendre des risques en toute confiance. C'est très clair et je remercie Charlotte pour sa réponse. J'ajouterais seulement, mais ça allait sans dire, mais je vais quand même le dire, à condition que les conditions sécuritaires de base soient assurées. C'est-à-dire que l'installation en bois est sur un sol souple ou sur du sable, qu'il y a un adulte à proximité. Donc, il y a un certain nombre de mesures de sécurité
incontournables qui vont permettre d'assurer, je crois on nomme différents types de sécurité. Il y a la sécurité objective et la sécurité subjective. Donc, assurer la sécurité objective, c'est le travail de l'équipe d'école, des enseignants de l'école, de l'enseignant qui surveille la cour de récréation. Comme l'a dit Charlotte, je vais l'illustrer concrètement. L'école, c'est le lieu de tous les apprentissages, y compris de l'apprentissage de la gestion du risque. Alors, je suis aussi d'accord sur le fait que je me rends compte, j'ai une propre fille et des petits-enfants. J'ai l'impression que notre société est de plus en plus inquiète, pour ne pas dire anxieuse, de tout ce qui peut potentiellement arriver. Est-ce un climat anxiogène latent? Je n'épiloguerai pas. Mais quelquefois, je me demande s'il n'y a pas machine arrière aujourd'hui dans la manière dont les parents ont peur pour leurs enfants. Peut-être ont-ils peur pour eux-mêmes, mais tout ça, c'est aussi un climat actuel. Je pense que c'est à l'école d'accompagner les enfants dans le fait d'apprivoiser la prise de risque. Et ça s'apprivoise, encore une fois, dès le plus jeune âge. Et je me souviens d'accompagner des professeurs des écoles de petite section avec la TSEM qui était là. Et la maîtresse, c'était des installations à grimper, à désescalader, passer dessus, dessous. Puis il y avait des choses qui pouvaient être un peu hautes avec les tapis. Sécurité objective assurée. Il y avait une enseignante, il fallait qu'elle tienne la main. Elle tenait la main tout le temps pour accompagner l'enfant. Ça la rassurait ça rassurait l'enfant. Et tout un travail a été de lui dire, tu peux mettre ta main. Moi, ce que je fais avec mes petites filles quand on escalade des troncs d'arbres dans la forêt, je mets ma main, je lui dis, elle est là. Tu peux la poser sur elle. Je lui dis, elle est là. Si t'as besoin, elle est là. Mais j'essaie qu'elle se familiarise au risque et qu'elle découvre ses limites. Alors c'est une toute petite illustration, mais l'apprentissage de la prise de risque, c'est aussi le travail de l'école et c'est ce que permet des cours adaptés aux enfants. J'ai vu que ça avait fait réagir dans le public, donc j'imagine que nous aurons des questions tout à l'heure sur la prise de risque dans le milieu scolaire. Moi, je veux juste conclure. Vas-y. Nous, ce qu'on aime dire, c'est que ce qu'il faut faire, c'est des cours aussi sûrs que nécessaires, mais pas aussi sûrs que possible. Ça, on l'a appris en Belgique. Ça, voilà. C'est une phrase dans le livre. C'est une phrase dans le livre, on l'a remis dans le livre parce qu'on l'a appris en Belgique et c'est un mantra. Aussi sûr que nécessaire, oui, tout ce qui est nécessaire pour la sécurité des enfants on le met, mais pas aussi sûr que possible. D'accord. Je fais le lien, sécurité, surveillance, etc. Dans le livre, on parle de faire des différents espaces, des endroits qui sont un petit peu des cachettes aussi pour que les élèves puissent se regrouper en petits groupes et ainsi de suite. Des lieux qui soient aussi plus calmes, d'autres qui soient un petit peu plus bruyants et autres. Sauf que en tant qu'enseignant, quand on est de surveillance de la cour, il faut qu'il y ait un juste milieu. Et alors, justement, ce curseur, il faut le mettre où en fait pour surveiller, mais sans être trop intrusif. En fait. C'est vrai que c'est compliqué et c'est souvent un sujet qu'on doit travailler avec les enseignants sur les projets qu'on accompagne, parce que la première demande des enfants, ou une des premières en tout cas, c'est d'avoir des cachettes. Et une des premières demandes des enseignants, c'est de pouvoir tout voir. Donc forcément, c'est un petit peu contradictoire. Et en même temps, on peut le rendre compatible. On peut faire les deux. En fait, le sentiment de cachette pour les enfants, c'est pas forcément d'être complètement à l'écart de la vue de l'adulte. C'est par contre d'avoir ce sentiment un petit peu d'intériorité, d'être à l'abri. Et nous, on a trouvé des systèmes, par exemple, de cabanes qui sont ajourées, donc qui permettent tout à fait de voir à travers pour la surveillance de l'adulte, pour voir ce qui se passe dedans, qui est dedans, et en même temps donner à l'enfant l'impression d'être dans cette intériorité, dans ce petit espace de cabane. Donc ça marche très très bien et ça rassure tout le monde et ça répond bien aux besoins de l'enfant. Après, ce qu'on aime aussi nous, c'est créer un espace qui soit vivant, très aménagé. Donc forcément, on n'a plus cette vision, on va dire à 360 degrés de tout ce qui se passe dans une cour complètement vide. Donc là, ça pose une autre question, c'est qu'il va falloir se déplacer. On va plus pouvoir avoir une surveillance fixe qui reste importante pour l'enfant, de savoir que à un endroit en permanence il y a un adulte, parce que si j'ai besoin de trouver un adulte, je sais où le trouver, mais d'avoir aussi une surveillance qui va être mobile, un adulte qui va pouvoir se déplacer et voir ce qui se passe, mais sans être intrusif, puisque c'était ça un peu la question de départ, donc se promener dans la cour. Et on a aussi des exemples de cours de récréation où les adultes vont prendre un rôle, être actifs plus que mobile. La semaine dernière, j'étais dans une école maternelle dans le 15e où la cour est très très plantée et donc il y a de l'entretien de toute cette végétation à faire. Et en fait, il y avait une enseignante qui pendant la récréation ratissait les feuilles.
et ben voilà, elle fait quelque chose, donc les enfants font plus ou moins attention à elle, mais elle est là au milieu des enfants, elle voit ce qui se passe, et en même temps elle est pas juste là pour regarder fixement ce qui se passe, qui fait quoi, etc. Elle a endossé un rôle, elle ratisse pendant la récréation, et donc elle est là, mais sans être trop intrusive, je trouve. Et je me suis dit à ce moment-là, en la voyant, bah ça c'est une bonne position finalement de faire quelque chose, et sans que les enfants s'en aperçoivent, on est là, on participe à ce qu'ils font eux aussi. Ça posera toujours la question de votre enfant a eu un accident pendant la cour de récréation. Alors vous dites, mais où était l'enseignant? Elle était dans la cour, elle ratissait les feuilles, mais elle était bien présente. Ah oui, mais les enfants étaient au... Je me rappelle parce que j'ai accompagné des gens qui conduisaient des séances d'éducation physique et sportive, et j'ai souvenir, il y avait un peu de bazar dans la séance, et en fait l'élève enseignante avait 8 élèves auxquels elle parlait devant elle, il y en avait 20 derrière, et derrière c'était le bazar. Et donc la question d'embrasser du regard, et vous pourriez en tant que parent dire, mais où était la surveillante? Ah, mais ils étaient, tout ce groupe qui s'est chamaillé était dans son dos. Elle était en train de ramasser des feuilles, ou elle jouait un atelier avec d'autres enfants. On pourrait aussi imaginer qu'un adulte dynamise des jeux qu'ils auraient par exemple découverts en séance de PS avec elle, avec lui, et qu'ils les réinvestissent pour les amener vers une autonomisation. Mais ça pose la question, je pense que le public parental s'attend à ce que quelqu'un puisse embrasser du regard. Alors après, ça pose la question de qui surveille ou qui est présent en récréation. L'idéal, ce serait d'être deux. Un qui embrasse du regard tout en tournant et un qui tourne sur des ateliers, etc. C'est une vraie question. Là, c'est une question d'organisation d'équipe. Je reviendrai aussi sur la question de les lieux fermés qui peuvent ne pas être totalement fermés, comme Charlotte l'a proposé. Mais je pense aussi que cette sécurité cocon dont ont besoin les enfants, tous, certains à certains moments, d'autres à d'autres moments, c'est peut-être aussi une sécurité, peut-être pas si objective que ça, mais qui a une part de subjectivité, et leur offrir des espaces plus d'intimité où on va pouvoir faire, je dis n'importe quoi, mais du Scooby-Doo, des jeux simples où on joue avec les mains. Quand on est en train de jouer à 4-5 aux osselets, au Scooby-Doo, on l'a presque fabriqué, notre cabane humaine. On les voit plus trop, les autres, on les entend plus trop. On est en train de jouer à nos jeux. Et donc, je suis favorable aux cabanes avec transparence, favorable aux cabanes humaines, autour de jeux simples, voilà. C'est joli, ça, cabane humaine. On va rajouter un chapitre au livre. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de professeurs des écoles qui sont parmi nous ce soir, donc si vous avez des remarques tout à l'heure, pendant le temps des questions, sur ça, justement, sur les problèmes pratico-pratiques, ou si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter pour nous parler justement de difficultés que vous rencontrez, vous, dans votre organisation, avec le reste de votre équipe. Voilà. Donc, on prendra le temps d'échanger là-dessus tout à l'heure aussi. Donc on va passer à la partie sur l'environnement durable, puisque les cours, aujourd'hui, on avait parlé un petit peu des cours, comment elles pouvaient être réinventés. Donc les cours Oasis ont fait leur apparition il y a quelques années déjà, et sont des cours qui sont beaucoup plus végétales. Je vais vous laisser présenter les cours Oasis, et je vous laisse nous présenter le projet. Les cours Oasis, elles sont apparues effectivement à la ville de Paris avec ce nom-là. En fait, elles poussent un petit peu partout en France avec d'autres noms. À Bordeaux, c'est les cours buissonnières. On va avoir des cours jardins. On va avoir. Mais il y a un mouvement général quand même qui se fait en France de revégétalisation ou de végétalisation, parce que des fois il y avait rien avant. En tout cas, de ramener de la végétation dans la cour de récréation. Alors développement durable, écologie aussi, beaucoup de désimperméabilisation. L'objectif c'est de recréer du naturel dans ces cours un peu parking comme certains les appellent, puisque malheureusement il y en a, ça y ressemble beaucoup. Les cours Oasis, elles sont nées d'une première dynamique qui était de lutter contre le changement climatique. Donc avec une réponse qui était plutôt technique, avec un enjeu qui n'était pas très proche des enfants. C'était plutôt une échelle macro de la ville, de se dire qu'on voulait rafraîchir la ville en utilisant cet espace-là. Et je crois que le constat ça a été de
se dire qu'on ne pourrait pas transformer les espaces sans embarquer tout le monde. Et donc embarquer tout le monde, c'était remettre l'enjeu du bien-être des enfants au premier plan. Donc ça a déjà été un gros virage pris dans le projet des cours Oasis, de se dire voilà de quoi les enfants ont besoin et comment ça va être corrélé justement aux enjeux de lutte contre le changement climatique, d'augmentation de la biodiversité, de renforcement de la biodiversité, de désimperméabilisation de la ville, parce qu'on le voit aujourd'hui, le changement climatique ne fait pas que du chaud, il fait aussi beaucoup de pluie par exemple, les inondations, etc. Donc on a besoin de traiter tous ces sujets qui sont très urbains, c'est des sujets techniques et la réponse elle est souvent simple, c'est d'enlever l'asphalte, sauf qu'enlever l'asphalte dans une cour de récréation c'est pas si simple, ça demande de re-questionner tous les usages qui se passent dessus et donc les principaux intéressés, les enfants et puis ceux qui s'occupent de toute la journée, tous les adultes au sens large. Donc voilà, les cours Oasis c'est un vaste sujet, ça traite plein d'aspects différents qui touchent à la cour de récréation et aujourd'hui il y a un processus de projet qui est un petit peu rodé. On accompagne nous CAUE ou une autre paysagiste de la ville de Paris, les écoles pour amorcer ce changement et que surtout la transformation de leurs espaces ne se fasse pas uniquement par un aménagement qui soit purement physique et pas de l'ordre du changement d'usage. Voilà, donc on essaye d'accompagner, de sensibiliser, d'expliquer pourquoi on fait cette transformation pour que ça soit un projet qui soit le mieux approprié possible et que derrière, une fois que l'aménagement aura été livré, ça soit un espace dont l'école s'empare pour faire classe dehors, pour changer ses pratiques de PS, pour le bien-être des enfants, pour jardiner, pour tout un tas de choses. Mais voilà, que ce soit vraiment c'est un processus de transformation, c'est en cours, c'est pas fini, c'est pas parfait, mais on travaille dessus. D'accord. Alors ça c'est intéressant. Donc à la base c'était vraiment juste pour créer des îlots. Enfin, c'était surtout pensé comme ça. C'est ça, c'est la petite punchline des cours Oasis, c'est créer des îlots de fraîcheur. Alors que pourtant, c'est vrai que quand on y réfléchit bien, je vois tous les projets environnement, écologie, environnement durable, enfin tout ce qui est possible de faire, ne serait-ce que d'accueillir des abeilles ou des poules, etc. pour aller avec cet espace qui est plus naturel. Ça a l'air quand même assez attrayant pour les enseignants. Moi, je pensais que c'était l'inverse, oui, pour le coup. Par contre, quand on évoque la végétalisation des sols, enfin pour moi, c'est la boue en fait, la poussière. Et je me suis dit mais mince, en fait, si on retire l'asphalte, à quoi ça va ressembler en fait les salles de classe et les couloirs? Est-ce qu'il y a des stratégies, des techniques? Alors déjà la boue et la poussière c'est pas la même chose, hein. C'est très très différent. Il y a des techniques qui ne font pas l'unanimité. On me demandait encore mardi, mais il n'y a pas autre chose que les copeaux. La technique première qu'on a découverte en Belgique, c'est les copeaux. On a passé 3 jours en voyage d'études en Belgique sous la pluie, puisque quand même en Belgique il pleut très souvent, dans des cours qui avaient été complètement transformés. Il y avait des copeaux partout. Eh ben on n'avait pas les pieds pleins de boue. Parce que les copeaux recouvrent parfaitement la terre et évitent qu'on ait les pieds pleins de boue. Donc le copeau de bois, qui est ce qu'on trouve dans les parquets jardins, dans la forêt, ça marche très très bien pour amortir, pour recouvrir la terre et quand même avoir un sol complètement naturel, vivant, parce que il faut faire le distinguo entre un pied d'arbre très tassé avec une terre inerte qui n'a rien de vivant et un vrai sol vivant où quand on va creuser on va trouver des vers de terre, des insectes, on va avoir des graines qui vont pas germer, enfin voilà, un sol aéré et vivant, ce qu'on n'a plus beaucoup à Paris malheureusement. Voilà, quand on décroute l'asphalte, il n'y a pas grand chose de vivant en dessous. Donc voilà, avoir des copeaux de bois, ça permet d'enrichir ce sol et de le conserver, de lui redonner vie. Ensuite, ce qu'on peut pas avoir à Paris, mais ce qui peut se passer quand même dans beaucoup d'autres territoires, c'est d'avoir de l'herbe. Alors c'est pas très riche en termes de biodiversité, mais c'est déjà un premier pas très important. À Paris, on n'y arrive pas. On a essayé, c'est trop dense, trop de piétinement, ça résiste pas. Il y avait des écoles qui tenaient fort, donc on a essayé. Non, on ne fait plus. Par contre, on va pouvoir avoir des vrais massifs de biodiversité avec de ce qu'on appelle du multistrate, donc la strate herbacée, la strate arbustive, la strate arborée, qui va être très riche en termes de biodiversité, qui va vraiment recréer un effet massif de végétation dans la cour, donc qui va permettre aux enfants d'être en contact direct avec quelque chose de très végétal et qui en même temps va pouvoir prendre une place assez réduite parce qu'au même endroit on met toutes ces strates et que c'est très riche. Je me demandais juste avec la jolie solution des copeaux, je me disais ah là là, mais comment on fait les marquages au sol? Non mais pas partout. Non, l'idée c'est d'équilibrer des zones imperméables et des zones perméables. Bien sûr, on met pas des copeaux partout, ouais. Mais c'est vrai que sur les zones où on veut vraiment désimperméabiliser et ramener de la nature et de la terre, on met des copeaux et il y a pas de boue du coup. Et la poussière, il y en a pas vraiment. Alors il y a d'autres villes qui utilisent par exemple des sols stabilisés dans leur cours de récréation. Là effectivement, ça crée pas mal de poussière des sols stabilisés. C'est ce qu'on peut trouver dans les allées des parcs. Dès qu'il fait chaud, il y a un petit peu cet effet sablonneux qui vole. À Paris, on n'en met pas trop. Et après, pour les bâtiments, parce que ça faisait partie de la question et j'y ai pas du tout répondu, et ben, il y a des danses de copeaux pour dire on évacue tous les copeaux qu'on s'est collés sous les pieds ou dans les poches ou dans les revers de pantalon, hein, avant de rentrer dans les couloirs. On peut faire la danse des copeaux à l'entrée du bâtiment. On peut avoir des grands paillassons qui permettent de taper les pieds. On peut avoir aussi des balais, des petites pelles, des choses comme ça pour les enfants, surtout les enfants de maternelle qui n'ont qu'une envie, c'est de participer à l'entretien de la cour. Donc, de dire, une fois qu'on a bien joué, ben, c'est comme n'importe quel jeu, on range la cour. Quand la récréation arrive à son terme, on range la cour. Tous les copeaux, tout le sable, tous les matériaux meubles qui ont pu déborder, on les range, donc on les remet de là où on les a pris.
c'est des règles simples qu'on apprend aux élèves quand on joue à n'importe quel jeu. Pourquoi pas dans la cour de récréation? Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et puis après, il y a aussi quelque chose qui est assez évident, c'est que les salles de classe, en tout cas à Paris, elles sont nettoyées quasiment tous les jours. Donc, qui est un petit peu plus ou un peu moins de saleté. Alors, hormis la boue, parce que là, ça devient effectivement un peu plus compliqué, mais s'il y a un peu plus de sable, de toute façon, c'est nettoyé tous les jours. On travaille beaucoup avec les agents d'entretien des écoles. C'est un sujet qu'on fait beaucoup, mais qui est ça de poussière ou ça de poussière, de toute façon, elles doivent faire la salle. Donc, c'est aussi ça le sujet, c'est de se dire que finalement, au moins, on travaille pas pour rien. Et après, il y a beaucoup de sensibilisation à faire aussi auprès des élèves pour leur expliquer que c'est du travail et que donc, on n'en ramène pas dans les poches, que donc, on n'en met pas dans les lavabos, dans les toilettes, etc. Puisque c'est ça aussi le sujet. Ça me fait dire qu'en fait, la cour va être à la fois un lieu d'observation de ce qu'est la société et la société des enfants qu'en est la copie. Ce que l'on dit là encore, parce que quand moi j'ai dit, ah oui, toute une cour en copeaux, où sont mes lignes? Charlotte me répond, non, c'est un espace dévolu à ce type de recouvrement. Mais en fait, on est en train de dire que une cour vide de sollicitation, est une cour qui n'apporte rien, qui ne conduit pas d'apprentissage de tous ordres, y compris les apprentissages sociaux, les apprentissages du respect de l'autre, les apprentissages de la prise de risque, de l'autonomie. Donc, nous venons là d'évoquer différentes pistes qui toutes disent stop aux cours béton nus qui contribuent. Alors là, je suis un petit peu violente parce que ne rien faire de ces cours bitumés où on ne propose rien d'autre que laisser ceux qui ont envie de s'emparer de l'espace jouer au foot, eh bien, je trouve ça vraiment dommage et je voudrais qu'il y ait une prise de conscience sur l'enjeu. Ne rien faire, c'est contribuer à la perpétuation de ceux auxquels on n'adhère pas forcément. C'est-à-dire les faibles se retranchent dans des espaces tout petits parce qu'ils ont peur des forts. Les filles sortent des jeux qui demandent d'être costauds, alors qu'on a envie de faire plein de jeux, on a envie de danser, on a envie de jouer à la marelle, on a envie de jouer au foot, nous aussi. Voilà, c'est tout ça. Et une cour aménagée est une cour de démocratie. Et l'aménagement, c'est les installations, toutes les sollicitations d'aménagement de surfaces de sol variées, de végétation variée, de poulailler, de nature avec laquelle on peut travailler, qui ne sont pas forcément immuables, et de matériel qui sollicite. Et j'aurais envie de dire ma conclusion, c'est un projet collectif. Je vous avoue que j'ai été prof d'éducation physique dans différents niveaux d'âge, conseillère pédagogique. Je me suis toujours dit j'aurais aimé être directrice d'école, maternelle ou élémentaire. Et je pense qu'un des leviers pour créer une dynamique d'équipe d'école dans l'école, où j'aurais pu être directrice d'école, j'aimais pas le mot directrice, mais coordonnatrice d'une équipe, ça me convient mieux dans l'idée, j'aurais commencé par la cour de récré. Allons observer la cour de récré. Avec quel type de critères? Qu'est-ce que vous avez vu, les collègues? Qu'est-ce qu'on a vu? Faire observer les enfants avec observation comme ça à la débauchée, mais aussi observation critériée. On peut tout à fait amener les enfants à ça, et c'est un très beau travail dans les autres champs disciplinaires, y compris en mathématiques, à faire des diagrammes, à faire plein de trucs. Et après ce temps, l'état des lieux, pourquoi pas avec les enfants, avec les enseignants, et comme je vous dis, on tire le truc, ah tiens, je savais même pas qu'on avait ça dans l'école. Rien que ça, c'est très intéressant. Et ensuite, de penser ensemble quelle récréation on veut, pour quels enfants. C'est-à-dire de quels enfants on parle, de quel enfant on parle et de quels besoins il a. Et je conclurai sur le fait que les besoins des enfants et les nôtres, ce sont les mêmes. Et donc, nous devons nous demander à nous, adultes, enseignants, directeurs, professeurs, quels sont mes besoins. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'endroits cosy, j'ai besoin d'échanger et de jouer avec l'autre, peu importe l'âge, à des jeux actifs, mais à des jeux de société ou de la parlotte. On a besoin de tout ça. Et la cour de récréation, qui est la société en petit comité, elle doit être nourrie de toutes ces richesses-là. Et c'est un travail d'équipe auquel doit se joindre évidemment les municipalités, puisque derrière ça, il y a la question budget.
Alors, je rebondis juste parce que juste avant de venir ici, j'étais dans un collège qui vient juste d'avoir sa cour livrée là à la rentrée. Le principal était ravi parce qu'il voyait déjà l'impact sur les élèves et sur les adultes. L'impact bénéfique évidemment et sur le climat scolaire, que ça avait énormément changé depuis la rentrée avec la nouvelle cour. Et alors je rebondis juste sur ton histoire de copeaux et de marquage, parce que non, on peut pas faire de marquage dans les copeaux. Par contre, on court très très bien sur les copeaux. Et non, mais parce que je tiens à le souligner parce que c'est aussi quelque chose qu'on dit souvent en disant non mais les enfants ils ont besoin de courir. Les copeaux ça va pas. On préfère courir dans la forêt sur des copeaux que sur de l'asphalte pour la proprioception, et puis changer de sol, et voilà, donc on court très très bien sur des copeaux, donc on peut faire de l'EPS, de la course sur les copeaux. On va passer aux questions-réponses. Je sais que j'ai vu plusieurs personnes réagir, donc j'imagine qu'il va y avoir des questions intéressantes. Juste avant de passer aux questions, la présentation du prochain Instant Canopée qui aura lieu le 6 novembre 2024, donc de 14h30 à 16h, ici même. Ça s'appelle Renouer avec l'autorité, 10 mesures immédiates, donc de Jean-Pierre Bellon, qui est directeur général du centre Résis. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son petit texte de présentation. Les résultats du dernier test PISA 2022 ont révélé qu'un élève sur 2 estime ne pas entendre ce que dit le professeur lors de son cours. De combien d'échecs le chahut est-il responsable? J'aime beaucoup cette question et donc moi je serai là. J'espère vous y retrouver, voilà, pour qu'on puisse échanger tous ensemble sur ces questions. Bonjour, merci. Je m'interrogeais sur les cours de collège. Est-ce que vous avez exactement les mêmes constats ou voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur les cours de collège également? Écoutons-nous nous-mêmes, adultes, enseignants, par rapport aux besoins qu'on a. Deuxième point, je vais expliquer pourquoi. En d'autres termes, ce dont on a besoin, nous, en tant qu'adultes, ils en ont besoin, peu importe l'âge qu'ils ont. À l'école maternelle, à l'école élémentaire, au collège, au lycée, à l'université. Donc la question de qu'est-ce qu'on fait dans l'espace où on n'a pas classe encadrée, j'aurais envie de dire que c'est une question générique qu'on devrait se poser partout. Nous, adultes, quand on n'est pas au travail, certains vont au club de gym, vont faire de la danse ou du chant ou des échecs ou retrouvent leurs amis. C'est notre espace privé. Les enfants, ils ont ça à la maison, mais ils ont tous ces espaces de partage avec les autres. Parce que on est aussi autour de questions de bien-être. Le bien-être, moi, me renvoie à la définition de la santé par l'OMS. Elle n'est pas de moi, cette définition. Elle est de l'OMS, qui dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc, si on veut des écoles où les élèves, les apprenants se sentent bien, entre parenthèses, si les apprenants se sentent bien, les enseignants s'y sentiront bien et vice-versa. Le tout est un tout. On le sait tous, mais par quel bout on prend le cercle vicieux quand il tourne pas aimablement. Et donc, l'espace de cours, c'est un espace qui doit offrir la santé dans ses 3 dimensions. Donc, la possibilité de bouger, et j'ai envie de dire peu importe l'âge, qu'on puisse bouger, qu'on puisse se retrouver en petit comité, que ce soit pour lire, pour faire des jeux de société, pour parler, et pourquoi pas un espace de jeu intermédiaire. Et encore une fois, pourquoi n'impliquerait pas les élèves du collège dans un projet pour les amener d'abord à donner leur avis sur la cour de récréation, sans que ce soit nominatif. Qu'est-ce que tu apprécies dans on ferait ensemble un petit questionnaire pour des élèves de collège, ça serait génial, hein. À 5-6, on est plus intelligent à plusieurs que seul. On fait le questionnaire en groupe de profs et on demande à des élèves, est-ce que vous voulez participer à une expérimentation dans le collège? Ça peut être orchestré par le prof de lettres, le prof de PS, le prof de SVT, et voilà, c'est un projet de classe. On va observer, on va se créer des outils pour observer la cour de récré. Et ensuite, on peut avoir d'autres questions qui serait quoi pour toi, même si tu n'écris pas ton nom, on s'en fiche. Serait quoi pour toi la cour de récré idéale pour toi? Qu'est-ce que tu aimes? Alors, on peut décliner la question, on peut leur faire décliner la question. Qu'est-ce que tu aimerais y trouver? Qu'est-ce que tu aimerais y faire? Qu'est-ce qui t'empêche? Et je pense que c'est ces utilisateurs-là qui auront les réponses les plus pertinentes pour répondre à ta question. Et si on va jusqu'au bout du projet, ensemble, avec eux, réfléchir à quelle cour de récré. Et comme il n'y a jamais de certitude et de choses définitives qui conviennent à tous,
On peut faire plusieurs expérimentations. Sur un trimestre, on va essayer la modalité X. Sur un autre trimestre, une autre modalité. On pourra après revenir dessus. Enfin, c'est une problématique dont une équipe ou un groupe d'individus doit s'emparer et pas un chef d'établissement, un directeur. C'est une question du ensemble. Donc la récré est un but, mais aussi un moyen. À partir des besoins des usagers, il y a au collège notamment les délégués et les éco-délégués. Souvent, il y a des projets sur les éco-délégués, qui ont des projets avec la cour de récréation. Bonsoir. Moi, je suis directrice d'école et justement, dès que je suis arrivée à l'école, je me suis emparée de la question de la cour de récréation. Donc, j'ai 2 cours de récréation parce que c'est une grosse école. Les instances qui m'ont permis d'avancer sur les choses, ce sont les instances des délégués. Qu'on a dans notre école du coup. Et la première chose que les délégués ont faite, c'est tout simplement d'observer la cour. On a travaillé avec la mission droits des femmes de la ville dans laquelle je suis, donc à Saint-Denis. Les enfants se sont transformés en sociologues, voir un peu comment se passe cette cour de récréation. Et évidemment, ils ont observé ce qu'on sait tous, savoir cette cour de récréation qui est hyper genrée avec ces filles qui sont comme ça en périphérie et au milieu les garçons qui sont là en train de jouer au foot. Alors les premières solutions qu'on a trouvées, pour moi, c'était de prendre un service civique pour pouvoir proposer des jeux aux enfants, des jeux non genrés avec un emploi du temps. Ça a fonctionné tant que le service civique fonctionnait. et après ça s'est dégradé. Et en fait, je suis en permanence en train de chercher des choses. C'est-à-dire cette cour de récréation, elle évolue. On travaille aussi sur la médiation par les pairs. On parle du bien-être. Et là, je suis venue voir un peu en termes d'aménagement, parce que j'en arrive à me dire, il y a des choses qui avancent. Mais je pense que là, maintenant, il faut passer à l'aménagement des cours de récréation. J'ai entendu parler des cours Oasis aussi, mais il semblerait que ce soit très complexe à mettre en place. Je ne sais pas trop au niveau de la temporalité. Et voilà. C'est le moment d'échanger les cartes de visite. Voilà, donc vraiment là j'ai fait un petit appel à projet sur la cour de récréation avec un aménagement. On a un potager qui est un petit peu en friche, donc là on va le réhabiliter et j'ai mon appel à projet qui est atterri à la mairie. J'attends la réponse, je pense qu'elle sera pas négative. Et l'idée c'était de faire quelques espaces à la fois de repos, parce que c'était aussi une demande des élèves, d'espace pour lire, tout ça. Donc on a ce petit espace qui pourrait permettre de faire ça. Et donc j'ai entendu parler de vos tipis là, transparents, des tentes. Clairement, qu'est-ce que vous proposez dans les cours de récréation qu'on pourrait potentiellement mettre dans cet appel à projet pour du financement, pour tout de suite? Les cabanes, soit c'est des cabanes vivantes, par exemple en saule, si vous arrivez à avoir un semblant de terre, d'espace naturel au sol. Voilà, les cabanes en saule tressées, ça reste très perméable visuellement et en même temps ça pousse, donc ça fait du verre. Enfin voilà, ça recoupe plein de. La cabane en saule, elle est super, mais il faut de l'eau aussi parce que le sol aime bien l'eau. Si vous êtes pas en pleine terre, que vous êtes sur de l'asphalte, il peut y avoir des petites cabanes en bois très ajourées aussi. Enfin, il y a plein de solutions, mais je vous propose qu'on puisse en discuter. Et le CAIE de Paris accompagne Paris, mais il y a le CAIE dans tous les départements franciliens. Donc vous avez un CAIE en Seine-Saint-Denis qui peut vous accompagner aussi sur ces sujets, qui travaille d'ailleurs sur ces sujets. Donc je peux vous redonner des contacts et voilà. Et j'ajoute 2 programmes qui peuvent être mobilisés sur ces questions. Le programme CNR, notre école Faisons-la ensemble, où il y a beaucoup de projets sur l'aménagement des classes. Vous en avez peut-être entendu parler, porté au ministère. Notre école Faisons-la ensemble, le programme CNR. Donc on est partenaire de ce programme. On peut aussi vous aider, vous accompagner sur ce type de projet. Et puis le programme EduRénov, de rénovation des cours d'école, porté par la Banque des Territoires, évidemment dans un sens plus écologique. Et ce programme EduRénov, on est partenaire aussi et on peut vous guider aussi pour porter ce type de projet via l'atelier de Paris, puisqu'on est à Paris ici. Voilà, je me permets. Et alors sur un plan plus local, une autre ressource qui peut vous intéresser aussi, l'atelier Canopée Paris travaille sur l'aménagement des espaces dans les établissements scolaires. Donc on a un projet avec les CDI, donc ça c'est pour le collège et le lycée, mais on a aussi les cours d'école où en fait on travaille avec vous, voilà. Donc pour que vous puissiez ensuite dans vos établissements réfléchir de façon collective à ce que vous proposez ensuite aux élèves. Et puis je rebondis aussi sur le livre, puisque voilà, dans le livre, il y a beaucoup d'activités qui pourront vous être utiles, je pense, voilà, très concrètes, puisque en fait, c'est le principe de la collection, c'est que à chaque fois qu'il y a une question avec un petit texte de présentation, et puis ça se termine à chaque fois par des pistes d'action, donc c'est très très riche. N'hésitez pas à regarder aussi tout ce qui a marqué dans le livre, parce qu'on ne pourra pas tout répéter à chaque fois. Il y a beaucoup trop de choses. D'autres questions peut-être? Je suis conseillère pédagogique à Paris et
on met en place un groupe de travail avec des directeurs autour de la réflexion, de l'aménagement des cours de récréation. On voudrait partir des besoins des enfants, et on se demandait s'il existait déjà des questionnaires. Alors, je suis dans le premier degré, donc élémentaire, maternelle, s'il existait des questionnaires à destination des élèves qui avaient déjà été élaborés et voilà, sur lesquels on pourrait peut-être s'appuyer, nous, avant de démarrer. Je ne sais pas s'il en existe, mais je pense que se questionner en groupe est la première manière d'entrer dans le questionnement. Alors, c'est avec un groupe de directeurs que tu travailles. Oui. J'aurais presque envie de répondre. Moi, j'en ai réalisé quelques-uns, mais j'en ai surtout fait réaliser. C'est-à-dire que je pense que en tant que conseillère pédagogique, on est aussi des accompagnateurs, et je pense que les gens vont se mettre en route si on les met en route de réfléchir. Et une des premières manières de réfléchir, c'est d'amener l'interlocuteur à formaliser les questions. Et peut-être que tu pourrais, sur un groupe de directeurs, leur poser cette question. Ça peut être un brainstorming, hein. On rebondit sur les idées des autres, et je peux te dire que il va y avoir foison de réponses possibles. Je pense que la richesse d'un groupe amène complètement à élaborer ce questionnaire. En fait, c'est un questionnaire que tu veux faire. Oui, c'est un questionnaire pour les élèves. Je pense que pour les élèves. Pour les élèves, et c'est pas si simple que ça en fait. Hein, quand il y a des gens dont c'est le métier de réaliser des questionnaires pour pas induire des réponses, pour être dans un vrai questionnement, avoir les bons éléments de langage. Et souvent, malgré nous, on induit dans la question. Voilà, des choses dans la question. Donc, je trouve formidable que la formatrice que tu es déjà en train de prévenir des biais. Et je trouve que la démarche, elle est géniale, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas avoir attention, il y a des biais, ceux que tu cites, et est-ce qu'on peut pas avoir la vigilance, on repassera au crible de justement ces biais que tu listes, toi, les questions qu'on va formuler. Parce qu'en fait, là encore une fois, c'est la manière dont on va questionner les enfants dans l'école, la manière dont on va questionner les professeurs des écoles de notre école. Enfin, aller jusqu'à se poser la question de comment on pose une question, c'est plutôt pertinent. Et t'as quand même des directeurs autour de toi. Les directeurs, pour moi, sont des accompagnateurs d'équipe. Je pense qu'il y a un beau cheminement. Après, maintenant, sur Internet, tu tapes observation des écoles, questionnaires. Malheureusement, tu vas en trouver plein. Donc Edith Marvé-Jules, docteur en géographie, qui a travaillé beaucoup sur les cours de récréation, qui a fait un bouquin qui doit s'appeler Faire jeu égal, et qui a beaucoup interrogé les élèves. Donc j'imagine que dans son bouquin, que j'ai pas lu, on doit pouvoir trouver des extraits de questionnaires en tout cas. Juste une petite question. On a beaucoup parlé des aménagements. Il me semble qu'on s'est peu posé la question de la place des adultes dans ces aménagements. C'est-à-dire que vous en avez parlé tout à la fin. Il y a un travail à faire sur la régulation au sein de ces cours de récréation, de façon à pas passer d'un carré ou d'un rectangle asphalté à des cours oasis qui porteraient en elles-mêmes des réseaux de sociabilisation qui seraient magiques. Il me semble que tout lieu, pour que ça ne devienne pas un territoire sauvage, d'une certaine manière, a besoin de régulation. Et là, je voudrais avoir votre avis sur la place des adultes au sein de ces cours, au-delà de la simple surveillance et de la sécurité. Alors du coup, j'ai envie de rebondir à cette question, peut-être par rapport à la première où déjà, ça dépend de quel niveau on parle, parce que en maternelle et en élémentaire, les enseignants surveillent la récréation. Au collège, c'est plus le cas. On a la vie scolaire qui s'occupe de ça. On a des surveillants, et du coup, les professeurs sont beaucoup moins impliqués dans la cour de récréation. Ça, c'est un constat que moi je fais tous les jours en accompagnant les établissements. Dès qu'on est au collège, on n'a plus les professeurs sont beaucoup moins impliqués, sauf exception quand on a un bout de jardin, quoi. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les élèves. Je pense que l'adulte dans la cour de récréation, mais quel que soit l'adulte, parce que finalement, on a aussi tout le personnel d'entretien à qui on demande de faire la cour quand les élèves ne sont pas là. Pourquoi en fait ramasser des feuilles ça peut pas se faire quand les élèves sont là, alors quand c'est avec un souffleur je comprends, mais je pense que c'est peut-être questionner le rôle que chaque adulte effectivement veut endosser pendant la récréation aussi, pas juste dans l'espace, et du coup comment on embarque les élèves aussi dans ce rôle que joue l'adulte, comment on l'associe à tout ça, à l'entretien de la cour, au respect de l'espace qui est commun à tout le monde. Alors après il va y avoir toute une partie d'accompagnant au jeu qui est moins mon terrain, et que Annie tu vas sûrement pouvoir plus développer, mais c'est vrai que moi c'est plus dans la posture d'adulte qui est plus là pour accompagner un jeu que le surveiller. La notion de surveiller une cour elle est difficile je trouve, parce qu'en plus elle engage vraiment une responsabilité, elle est pour un adulte c'est dur le rôle de surveillant. Enfin il y a un métier
métier qui s'appelle quand même surveillant pénitentiaire. Ça a trait à plein de choses. Je trouve que surveiller, c'est hyper dur comme rôle. C'est pas facile. Par contre, accompagner des élèves dans une cour de récréation, être là en support, donc c'est peut-être questionner justement quelle est la fonction de l'adulte pendant la récréation, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il peut faire. Il me vient plein d'idées. Tout d'abord, le sujet du prochain ouvrage me semble pouvoir comporter une part de réponse, parce que la régulation, ça pose la question du distinguo entre autorité et autoritarisme. Alors je sais pas si ça se dit encore. Il y a une vraie différence. Je pense aussi surveiller. Il n'y a pas un bouquin d'un auteur connu, Surveiller et punir, Michel Foucault, voilà. Et j'adhère à ce que disait Charlotte. Je pense qu'il faut questionner le terme de surveiller la cour. Et que ça aussi, c'est un levier. Qu'est-ce que ça peut être la posture d'un enseignant dans la cour de récréation? Idéalement, qu'il y ait quelqu'un qui embrasse la cour du regard, c'est bien. Je ne sais pas si on a les moyens d'y mettre 2 adultes. Ça, ce serait formidable. Un qui embrasse du regard, un peu comme le maître nageur, vous savez, qui surveille s'il n'y a pas un qui se noie. Je l'ai été pendant 1 mois de ma vie, je m'en rappelle. C'est pas fun, hein. Je préférais enseigner la natation. Donc, avec mon collègue qui serait avec moi à la récréation, on pourrait changer les rôles. Et tantôt être en surveillance du danger, comme le MNS sur sa tourelle. Et parfois être en train de encadrer un jeu, relancer un jeu qu'on aurait vu en cours de PS, aider les enfants qui gèrent le matériel. Mais tout ça se prépare avant. Quel matériel on va sortir, quel jour, tout ça, ça s'orchestre entre enfants et enseignants. Sortir quel matériel. Il y a une autre référence qui me vient. Plus l'aménagement va être réfléchi, moins il y aura besoin du MNS surveillant sur sa tourelle. Et je pense que, voilà. Mais ça serait chouette d'avoir 2 adultes à chaque cour de récréation. Le mercredi 2 octobre, sur France Inter, c'est que se passe-t-il vraiment dans les cours de récréation avec Madame Maruéjol dont vous avez parlé, qui était très intéressante et qui est la raison pour laquelle je suis ici aussi. Voilà, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Merci à tous et à toutes pour vos interventions. Nous allons nous arrêter, mais merci beaucoup. Merci. Au revoir.